Bonjour à tous, je m'appelle Nabil Harouche, je suis enseignant en sciences et aujourd'hui nous allons continuer notre séquence de préparation au CE1D de sciences avec ce deuxième volet consacré à la démarche scientifique. Alors la démarche scientifique, j'y accorde une importance particulière parce que non seulement elle va vous aider à préparer et à réussir correctement votre CE1D en sciences, mais également vos examens liés à vos autres cours et pas seulement en deuxième, mais également pour les années supérieures. Alors, je vous propose de commencer par cette première question à travers laquelle je vous invite à faire une véritable enquête criminelle pour découvrir de quoi Napoléon est mort. Alors, c'est la question 1 du CE1D de 2015, nous allons la lire ensemble. Les historiens ne sont toujours pas d'accord sur les causes de la mort de Napoléon. Sur la base des documents fournis aux 2 pages suivantes, rédiger les étapes du raisonnement sur lesquelles se basent les experts de la police pour affirmer que l'arsenic a entraîné la mort de Napoléon. Et ensuite, on vous demande de citer dans l'ordre les 2 systèmes ou appareils traversés par l'arsenic depuis la bouche jusqu'aux cheveux. Alors, avant de continuer plus loin dans la question, je vais vous présenter un exemple de démarche scientifique que je vous conseille d'appliquer et qui vous sera utile pour le CE1D, pas seulement en sciences, mais également, comme je vous l'ai dit, dans tous vos autres cours. Alors, je parle d'un exemple de démarche scientifique parce qu'en réalité, il existe plusieurs démarches scientifiques. Mais ici, je vais vous en présenter une qui vous sera utile pour vos CE1D en sciences et également dans les autres cours. Alors, la toute première étape de toute démarche scientifique, pas seulement celle que je vous expose ici, c'est l'observation. Il faut d'abord commencer par observer les choses, observer tout ce qui vous est fourni, tout ce que vous avez sous la main. Alors, observer, ce sera quoi dans le cadre de votre CE1D? Eh bien, ce sera d'identifier les infos qui sont fournies par les documents et qui peuvent aider à répondre à la question. Et vous devez également être attentif aux termes qui se rapportent au cours et vous devez faire attention à ce que les infos que vous allez identifier peuvent aider à répondre à la question, mais aussi qui doivent se rapporter au terme du cours. Ça va? Et ça doit être également évidemment en lien avec la question. Alors je conseille également, très important, de ne pas hésiter à souligner ou à entourer ces infos. D'accord? Alors attention à bien lire chaque mot de la question pour ne pas répondre à côté. D'accord? Alors, la deuxième étape ensuite, ce sera quoi? Ce sera de recouper toutes ces infos-là. Alors, une fois que les infos ont été identifiées, donc les infos qui se rapportent d'une part à la question qui vous est posée et d'autre part en lien avec votre cours, eh bien, une fois que vous avez identifié toutes ces infos, vous devez les recouper, c'est-à-dire faire le rapprochement, comme je viens de le dire, d'une part avec la question posée et d'autre part avec le cours, faire le rapprochement entre les deux. Ça va regarder le lien qui puisse exister entre les deux. Alors, et enfin, la troisième étape, c'est synthétiser toutes ces infos une fois que vous avez fait le lien et ensuite répondre à la question qui vous est posée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire rassembler toutes les infos utiles, tous ces éléments utiles que vous avez identifiés et recoupés qui peuvent aider à répondre à la question et vous devez évidemment bien les structurer de façon claire et surtout logique pour pouvoir apporter une réponse à la fois complète et précise à la question qui vous est posée. D'accord? Ça, c'est très important. Voilà, ça, c'est vraiment le type de démarche que je vous conseille vraiment d'appliquer durant votre CE1D de sciences, mais également durant vos autres cours, parce que c'est une démarche qui est quand même assez commune à pas mal de cours. Ça va? Et à pas mal de domaines. Alors, si nous revenons à la question, eh bien, nous allons un peu regarder dans la question qui vous sont posées toutes ces fameuses infos dont je vous ai parlé. Donc la première étape qui est l'observation. Alors, on vous parle ici d'experts de la police. Donc ça veut dire que vous êtes quelque part, vous devez aider des experts de la police, donc vous devez un peu jouer au petit sorcier entre guillemets, à l'apprenti policier scientifique, d'accord, qui va aider dans une investigation criminelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important à voir? Ben, on vous parle de l'arsenic. C'est quand même un mot-clé important parce qu'on vous parle bien de comment est-ce que la police est arrivée à dire que c'est bien l'arsenic qui a provoqué la mort de Napoléon et pas autre chose. Donc ça veut dire que la question elle est centrée sur l'arsenic. Et
ça concerne évidemment la mort de Napoléon, je viens de le dire. Donc ça, ce sont vraiment des mots-clés que vous devez identifier par rapport à la question. Alors, et la deuxième sous-question qu'on vous pose ici, on vous demande de citer dans l'ordre les 2 systèmes ou appareils traversés par l'arsenic, donc on vous en demande 2. Ça va? Vous devez être capable de les identifier également. Alors, donc 2 systèmes ou appareils et qui sont traversés depuis la bouche jusqu'aux cheveux, ça c'est aussi des mots-clés qui sont importants par rapport à votre enquête. Alors, les documents qui vous sont fournis sont les suivants, on va les lire ensemble. Certains historiens pensent que la mort de Napoléon est due à une importante hémorragie, conséquence directe d'un cancer de l'estomac. D'autres chercheurs formulent une autre hypothèse, confirmée d'ailleurs par les experts de la police. Il s'agirait d'un empoisonnement à l'arsenic dû à une main criminelle ou à un complot. Donc, ici, on est d'accord que vous avez des mots qui sont en rapport avec la question. Alors, dans le document 2, c'est par la nourriture et l'eau que l'homme peut être intoxiqué par l'arsenic. Donc, nourriture et eau, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir identifié ça? C'est parce que dans la question, on vous parlait de systèmes, qu'il fallait identifier des systèmes ou des appareils. Et la nourriture et l'eau, ça peut vous aider à répondre à la question. Alors, celui-ci a souvent été utilisé comme poison, donc l'arsenic, car il est sans goût et sans odeur. Un empoisonnement à l'arsenic peut être diagnostiqué par un dosage dans le sang, dans l'urine, dans les cheveux, dans les ongles ainsi que dans la sueur. Et donc ici, on vous parle bien d'un poison et on vous parle bien du sang et des cheveux. Le sang, ça doit vous rappeler quelque chose par rapport à votre cours. Donc là, on commence à faire les recoupements d'infos. Vous vous souvenez de la deuxième étape de la démarche. Donc on identifie les infos et on essaie de voir à quelle partie du cours ça correspond. Le sang, ça doit vous rappeler quelque chose. Et en plus de ça, c'est également lié à la question qu'on vous pose parce qu'on vous parle bien d'identifier des systèmes dans lesquels aurait circulé l'arsenic pour provoquer la mort de Napoléon. Donc voilà tous les mots que vous deviez identifier dans le document 2. Et dans le document 3, on vous décrit ici comment pousse un cheveu. Donc vous avez pas mal d'infos qui vous sont données. Je ne vais pas les lire en détail. Donc vous devez les regarder durant votre CE1D. Mais ce qui est important ici, c'est que vous avez la structure simplifiée d'un cheveu de 3 mois. D'accord? Et à la base de cette structure, vous avez des capillaires sanguins. D'accord? On commence à y voir un petit peu plus clair ici. Et capillaires sanguins, ça se rapporte également à l'autre mot que vous avez identifié, ainsi qu'à des mots de la question, donc les fameux systèmes par rapport à la mort de Napoléon. Alors, il y a encore 2 autres documents à analyser. Le 4e, actuellement, nous ne savons toujours pas avec certitude quelle est la cause de la mort de Napoléon. L'analyse d'échantillons de ses cheveux a montré qu'au moment de sa mort, ceux-ci présentaient un taux élevé d'arsenic correspondant à 15 mg par litre de sang. Alors, vous avez ici un graphique. Si vous vous souvenez, lors du volet précédent, on avait parlé de l'analyse d'un graphique, comment construire un graphique. Ça tombe bien, vous en avez un ici. Alors, qu'est-ce qui vous est donné à ce niveau-là? Eh bien, vous avez le taux d'arsenic qui est repris sur l'axe vertical, qui est exprimé en milligrammes par litre. Donc, c'est le taux d'arsenic dans le sang. D'accord? Donc, encore une fois, il y a le mot sang qui revient. Et si vous regardez cette courbe ici, vous avez plusieurs pics qui sont repris sur ce graphique. Et si maintenant on fait le lien avec le document 5, qui concerne le bulletin de santé de Napoléon durant les derniers mois de sa vie, eh bien vous voyez que le premier pic en fin février, eh bien il y a un commentaire ici sur la santé de Napoléon qui vous indique qu'il y a eu une dégradation de sa santé, donc qui est caractérisée par une toux et des brûlures d'estomac. Et pour fin mars, vous avez une nouvelle aggravation. Donc vous voyez que j'ai repris des infos, donc je les ai observées, première étape de la démarche scientifique que je vous ai exposée, et je les recoupe entre elles. Je fais les liens entre les documents et avec la question de recherche. Et pour la dernière partie du graphique, nous sommes au mois de mai, d'accord, aggravation importante et mort de Napoléon. Et là, ça devient très intéressant parce qu'on commence à y voir beaucoup plus clair par rapport, encore une fois, à la question qui vous est posée. Donc, gardez en tête la question à laquelle vous devez répondre. Alors ici, si vous remarquez bien, à chaque fois qu'on a des taux élevés d'arsenic dans le sang, eh bien,
ça correspond à des moments où Napoléon avait une santé qui se dégradait, voire qui s'aggravait, qui pouvait provoquer la mort. Donc ça veut dire que sur base de ces infos, eh bien, on pourrait dire, et même on peut affirmer par rapport à toutes les infos qu'on a vues précédemment, que c'est bien l'arsenic qui a provoqué la mort de Napoléon. Ça ne s'est pas fait en un coup, comme vous le voyez, mais c'est bien ça qui en est la cause. Alors maintenant, si on répond à la question, si on résume un petit peu ce qu'on a fait et qu'on résume à la question, l'arsenic est un poison dont la présence peut être détectée par des analyses de sang et de cheveux, entre autres. Rappelez-vous, on avait analysé ça dans les premiers documents. L'analyse d'un cheveu de Napoléon a révélé d'importants taux d'arsenic au moment où sa santé se dégradait, vers fin février et vers fin mars. Et enfin, le taux d'arsenic était particulièrement élevé, 15 mg par litre de sang, le jour de sa mort, le 5 mai 1821. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les infos qui peuvent aider la police à dire que Napoléon est bien mort à cause d'un empoisonnement à l'arsenic. Alors, il reste une deuxième sous-question. On vous demande de citer les systèmes qui sont traversés par l'arsenic, depuis la bouche jusqu'aux cheveux. Rappelez-vous de ces fameux mots-clés. Si on revient aux documents et aux infos qu'on avait identifiées, rappelez-vous, on vous parlait de nourriture et d'eau. C'est quel système ça? Système digestif. C'est là-dedans que ça rentre en compte. Et ensuite, on vous parle du sang. Le sang, ça rentre dans le système circulatoire, si vous vous rappelez bien de votre cours de sciences. Donc, alors, si on regarde la suite, alors, vous aviez également identifié dans le troisième document ces fameux capillaires sanguins qui sont à la base d'un cheveu, d'accord? Et donc, ça veut dire que entre la bouche et les cheveux, eh bien, l'arsenic, il est ingéré par la nourriture ou par l'eau, donc système digestif, d'accord? Et une fois qu'il est ingéré par la nourriture, il va circuler dans le sang et arriver à la base des cheveux par les capillaires sanguins. Donc, ça veut dire qu'aux cheveux, il va bien atteindre, déjà bien avant, le système circulatoire. Donc, c'est bien ces deux réponses qu'il fallait mettre. D'accord? Alors, question 11 du C1D de 2014, un autre exemple par rapport à sa démarche scientifique. Eh bien, je vous propose de découvrir une expérience historique. On va lire le document ensemble qui vous est présenté. Jean-Henri Fabre, célèbre biologiste français, élève des papillons pans de nuit. Un jour, il constate qu'une femelle née dans son élevage est entourée de nombreux mâles dès la sortie du cocon, donc l'enveloppe dans laquelle la chenille se transforme en papillon. Alors qu'il n'y a pas de mâles dans l'élevage, Ces derniers viennent sûrement de loin, car l'espèce est rare dans la région. Pour comprendre cet exploit, Fabre réalise les expériences suivantes. Alors, la première expérience, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il place une femelle dans la boîte grillagée sur un appui de fenêtre à l'extérieur. Après quelques heures, des mâles volent autour de la boîte. Deuxième expérience, cette fois, une femelle est placée au même endroit, mais dans une boîte vitrée, bien fermée. Aucun mâle ne vole autour de la boîte. Et enfin, troisième expérience, la femelle est remplacée dans la boîte grillagée par un morceau de papier sur lequel elle a séjourné. Après quelques heures, des mâles volent de nouveau autour de la boîte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va un peu regarder la question qui nous est posée. Alors, on vous demande d'identifier à partir de l'expérience 1 les stimuli qui pourraient expliquer l'attirance des papillons mâles pour les femelles, donc à partir de l'expérience 1. Ensuite, à partir de l'expérience 2, quel est le stimulus sur lequel Fabre travaille lorsqu'il remplace la boîte grillagée par la boîte vitrée? Et enfin, identifier à la question C, identifier à partir de l'expérience 3 le stimulus que Fabre écarte définitivement. Et enfin, écrire la conclusion finale que Fabre tire de ces trois expériences. Alors, pour la première expérience, puisque la question vous est posée sur la première expérience, eh bien, on vous parle d'un papillon femelle qui est placé dans une boîte grillagée et le constat, c'est que des mâles volent autour de la boîte. Deuxième expérience, la femelle, elle est placée au même endroit mais dans une boîte vitrée et aucun mâle ne vole autour de la boîte. Troisième expérience, cette fois, la femelle, elle est remplacée toujours dans la boîte grillagée comme dans l'expérience 1, mais cette fois par un morceau de papier sur lequel elle a séjourné et on constate qu'après quelques heures, des mâles volent à nouveau autour de la boîte.
Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme constat? Eh bien, dans la première expérience, l'image du papillon femelle, donc ce qu'on appelle le stimulus visuel, si vous vous souvenez de votre cours, ou bien son odeur, le stimulus olfactif, eh bien, c'est sur ces deux stimuli que Fabre travaille, sur l'image du papillon femelle et son odeur. Dans l'expérience 2, eh bien, quand il remplace la boîte grillagée par la boîte vitrée, eh bien, le stimulus sur lequel Fabre travaille, c'est l'odeur du papillon, ce qu'on appelle le stimulus olfactif, parce que c'est ça qui va changer entre la boîte grillagée et la boîte vitrée. La boîte grillagée, les odeurs passent à travers, la boîte vitrée, elle n'y passe pas. Ça va? Et pour l'expérience 3, quel stimulus il écarte définitivement? Eh bien, l'image du papillon femelle. Parce que rappelez-vous, dans l'expérience 3, eh bien, il a remplacé le papillon femelle par un morceau de papier, un morceau de tissu sur lequel la femelle a séjourné. Donc, c'est bien par rapport à l'odeur qu'il travaille et donc c'est bien, donc ça veut dire que l'image du papillon a été écartée par rapport à ça. D'accord? Ils ne sont pas attirés par l'image du papillon, mais par l'odeur qui émane de ce morceau de chiffon, de ce morceau de tissu. Et donc, ça veut dire que par rapport à la conclusion finale que Fabre tire de ces trois expériences, le mâle n'est pas attiré par l'image de la femelle, stimulus visuel, mais par son odeur, stimulus olfactif. Ça va? Donc, j'ai bien suivi une démarche scientifique, j'ai bien regardé les documents, les infos qui m'étaient présentées, j'ai recoupé ces infos entre elles et j'ai rédigé une réponse claire me permettant de répondre à la question qui vous est posée. D'accord? Voilà, la présentation est disponible sur le site de Neol Center, www.neolcenter.be, ainsi que sur le site de BX1, sur lequel vous trouverez également des liens pour vous aider à préparer correctement votre CE1D. Je vous remercie pour votre attention.